La liberté d'expression, ben, ça commence un peu comme ça, c'est sur une page blanche. Donc, tant que la page est blanche, eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème, tout va bien, personne ne vous embête, personne ne se sent agressé. Les problèmes commencent lorsqu'on commence à écrire sur une page blanche et, par exemple, on peut faire une petite recherche sur un célèbre moteur de recherche et suivant le mot que l'on va taper, ça peut provoquer des réactions assez diverses. Par exemple, on tape un mot qui, pour certains, n'est pas très innocent, et à partir de là, la liberté d'expression, elle connaît quelques petits soucis, ça ne marche plus, voire ça peut poser des problèmes. Dans la liberté d'expression, quand la page est blanche, il n'y a pas de souci, c'est lorsqu'on s'exprime, on peut dire quelque chose, on peut le dire jusqu'à un certain point parce que ça provoque toujours des réactions qui sont violentes parfois, voire très violentes. Et même dans nos pays, la liberté d'expression, elle peut poser des problèmes. On se souvient de cette scène de la conférence de presse de Donald Trump, lorsqu'un journaliste de CNN a voulu insister en posant des questions au président. Automatiquement, au bout d'un moment, il y a devait être une membre du cabinet communication, une des attachées de presse qui s'est saisie, qui essayait de se saisir du micro du journaliste, qui a eu donc quelques problèmes après pour s'exprimer. Donc la liberté d'expression, elle est également parfois en difficulté dans nos démocraties, donc c'est à nous tous d'être bien sûr vigilants. Alors la liberté d'expression, quand ça a commencé? La liberté d'expression, bien ça a commencé depuis toujours, depuis sûrement que l'homme existe, mais disons que ça a pris une certaine dimension avec le siècle des Lumières, avec cette fameuse phrase de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Donc, les siècles des Lumières, c'est également à la suite de toutes les idées qui ont diffusé ces philosophes, eh bien, ça a donné lieu à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec ce petit article qui est le 11e de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ça posait déjà un cadre assez important, c'est-à-dire vous pouvez toujours dire, mais bon, il y a une loi, donc votre liberté s'arrête tout de même, on verra ça plus tard, au cadre de la loi. Cette déclaration universelle, cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens a bien sûr connu beaucoup de succès dans les autres pays européens et puis petit à petit dans d'autres pays du monde, jusqu'à ce qu'il y ait la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 qui a été adoptée par l'ONU, donc juste après la guerre, et qui dit toute personne a droit à la liberté d'expression, d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir, de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. C'est pas tout jeune, hein, 1948, mais bon, on en est encore là à défendre ce texte qui n'est pas admis par tout le monde. Quand on parle de liberté d'expression, on pourrait parler plutôt de liberté d'expression au pluriel, car il en existe en France plusieurs qui sont reconnues et dans de nombreuses démocraties. La liberté de la presse, bien sûr, la liberté de l'enseignement, la liberté des spectacles, les libertés collectives de diffuser des opinions, c'est-à-dire tout ce qui est réunions, associations et manifestations. Parmi ces libertés, là, tout de même, on a vu que la loi limitait tout de même pour pas que ce soit contre-productif, que la liberté d'expression ne se retourne pas contre la démocratie et contre des gens qui veulent s'exprimer, eux, en toute bonne foi et qui peuvent être victimes d'un excès, en fait, de liberté d'expression de certaines personnes. Donc, la loi en France et dans de nombreuses démocraties protège, c'est variable. On sait que, par exemple, en Grande-Bretagne, en France, ce n'est pas tout à fait pareil, la protection de la vie privée, mais tout de même,
En France, on a une protection de la vie privée. Vous avez les magazines comme Closer qui sont régulièrement condamnés. D'ailleurs, dans les kiosques, on voit souvent l'obligation de retranscrire la condamnation sur une partie de la une de ces journaux. On se rappelle par exemple de Patrick Pravdaror qui avait été condamné parce que dans un bouquin, il avait relaté une relation qu'il avait eue, une relation intime, et la personne était susceptible d'être reconnue. Donc, il avait été condamné pour cela. Donc, la vie privée est tout de même une limite à la liberté d'expression. Autre limite, c'est la haine, c'est-à-dire que la haine raciale, religieuse et également ethnique. On se souvient, Éric Zemmour, le journaliste polémiste qui a été condamné pour des propos sur les musulmans, ou encore l'humoriste Dieudonné qui a été condamné sur les juifs. Ce n'était pas directement la presse, mais tout de même, il y a des limites à la liberté d'expression. L'apologie des crimes de guerre, de terrorisme, le négationnisme, l'essayiste Alain Soral, que vous connaissez peut-être, qui met en doute la Shoah, a été plusieurs fois condamné par des tribunaux français. Discrimination, que ce soit sexuelle, handicap, etc., ça tombe sous le coup de la loi dans de nombreuses démocraties. La diffamation, on ne peut pas dire n'importe quoi sur quelqu'un, on ne peut pas attenter à son honneur, par exemple, à sa considération. Par exemple, attendez, parce que je suis en train en même temps d'admettre des personnes qui sont en train d'arriver, voilà. Thierry, Donc, je poursuis. t'en occupe pas, on est là avec Cynthia, on s'en Oui, occupe. Oui, ça. d'accord. Donc, la diffamation, par exemple, il y a une personne qui a été condamnée pour avoir qualifié le chef de la police municipale d'une commune française qui s'appelle Villeneuve-sur-Lot de vassal, simplement. Il avait condamné donc ce policier municipal de vassal. Il avait accusé de faux et usage de faux. Ça a suffi à ce que les tribunaux le condamnent parce qu'il portait sans preuve atteinte à l'honneur de la personne qu'il était en train de diffamer. Également, la liberté d'expression, ça s'arrête à l'injure, c'est-à-dire on ne peut pas outrager, mépriser ou invectiver sans preuve d'accusation. On peut bien sûr du tout mal. Il y a une certaine tolérance, voire une grande tolérance pour les humoristes, mais on ne peut pas injurier comme ça quelqu'un sans raison. Par exemple, l'animateur de télé Bruno Guillon, sur Fun Radio, qui avait insulté une dame à l'antenne, il a été condamné, elle avait porté plainte pour ça, et la condamnation est tombée. Un tribunal à Paris l'avait condamné pour injure. Également, la liberté d'expression s'arrête au secret professionnel, des affaires par exemple, le business, et puis de la défense, le secret médical, etc. Il y a de nombreuses professions qui sont concernées par ce secret professionnel. Et puis enfin, le devoir de réserve pour tout ce qui concerne les militaires, par exemple, ou encore la défense nationale. Donc, cette liberté, elle est tout de même encadrée pour pas qu'on s'est aperçu que parfois un excès de liberté d'expression par des gens malveillants pouvait amener à des problèmes de fonctionnement démocratique dont il fallait s'en prémunir. Dans l'affaire de l'enseignant qui a été assassiné, il est aussi question de liberté de la presse, puisque les caricatures qu'il a montrées à ses élèves avaient été publiées dans Charlie Hebdo. Donc, la liberté de la presse en France, elle date de 1881. Il y a une loi qui a été votée et qui fait encore force de loi, même si elle a été amendée. Et donc, depuis cette époque, c'est la loi, même si elle a un petit peu évolué, c'est cette loi qui fait foi pour garantir la liberté des journalistes, qu'il a utilisé, puisqu'on parle de quatrième pouvoir quand on parle de la presse, avec les trois autres, donc l'exécutif, le législatif, le judiciaire. On se rappelle du Watergate aux États-Unis qui a poussé à la démission de Richard Nixon. On se rappelle aussi de différents scandales en France, que ce soit le sang contaminé qui a mené à des condamnations, ou encore plus récemment le médicament Mediator aussi qui a mené à des condamnations. Mais la liberté de la presse, bien sûr, n'est pas respectée partout dans le monde. Il y a des pays qui s'en affranchissent totalement. Là, qui est établi par Reporters sans frontières, qui établit tous les ans un classement. Cette carte, donc, en noir, les pays qui respectent le moins la liberté de la presse. Et plus c'est clair, plus la liberté de la presse est respectée. C'est la date, ça c'est la carte, il y en a une qui produit tous les ans, un classement qui produit tous les ans. Ça c'est la carte 2020. Et vous voyez, en blanc, mis à part le Groenland, bon, c'est un peu particulier, c'est l'Europe du Nord
qui garantit le plus la presse, l'Europe du Nord, avec la Suède, la Norvège, la Finlande. Également, vous voyez l'Allemagne, la Suisse, le Danemark, etc. Le Portugal, où, selon Reporters sans frontières, la liberté de la presse est le plus respectée. Vous voyez que certains pays, comme les États-Unis, et même la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Australie, ont encore des petits progrès à faire en la matière. La France, dans le classement de 2020, est classée à la 34e place. Donc, la liberté de la presse, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait acquis, alors que la liberté de la presse fait bien sûr partie de la liberté d'expression. Et d'ailleurs, les caricaturistes sont un petit peu partis au combat. Je vais vous montrer cette petite vidéo qui résume un petit peu l'histoire d'Harakiri en quelques dizaines de secondes, ça doit durer une quarantaine de secondes, et qui explique, mais il faut, je pense que je ne l'ai pas fait, que je vous permette d'écouter avec le son, que je partage le son de l'ordinateur, voilà, c'est fait pour que vous puissiez l'entendre. Donc, Harakiri, qui dans les années 60 a un petit peu révolutionné le dessin de presse et la caricature et qui parfois est allé très loin. Où ça fait le plus mal, c'était la seule et unique consigne de François Cavana. La folle équipe va s'en donner à cœur joie. On s'en prenait à ce qui nous opprimait notre expression, quoi. C'est-à-dire bon, l'armée, parce que il y avait encore le service militaire. Bon, l'Église avait encore les évêques, les archevêques qui faisaient partie de toutes les cérémonies officielles, quoi. C'était une France à procession encore en 60. La force de certaines unes ne passe pas. Celle-ci fait l'effet d'une bombe. Publiée à la mort de Charles de Gaulle et surtout une semaine après un incendie mortel dans un bal populaire. Harakiri est interdit pendant plusieurs mois. Les nombreux procès auront finalement la peau du journal Bête et Méchant dont le dernier numéro est publié en 85. La fine équipe continuera à sévir dans les pages de Charlie Hebdo. Voilà, donc depuis, la liberté de caricature a largement été exploitée, bien sûr, par Charlie Hebdo, qui est l'héritier direct d'Harakiri, mais il y a eu d'autres magazines de caricature qui se sont fait également l'écho de différents dessinateurs, qui parfois, bien sûr, sont allés très loin, ont poussé vraiment les limites, que ce soit contre le pouvoir politique, contre le pouvoir religieux, contre le pouvoir financier, enfin, tout ce que l'on pouvait dénoncer et caricaturer pour rire en fait de choses qui ne sont pas très marrantes. Mais bon, c'est plutôt que de se désespérer, ben, parfois autant rire aussi avec ces journalistes caricaturistes dont certains l'ont payé bien sûr de leur vie. La liberté d'expression, bien sûr, on arrive au blasphème, c'est-à-dire que dans certains pays, on n'admet absolument pas qu'on puisse critiquer la religion. On a vu, bien sûr, certains le pays de la mort, mais en France, mais il y a également dans de nombreux pays musulmans des personnes qui sont emprisonnées, qui risquent leur vie, voire qui ont payé de leur vie, ce qui est estimé dans ces pays comme un blasphème. Donc, c'est un combat un petit peu de tous les jours, pouvoir blasphémer. Sauf qu'en France, là, le blasphème n'existe pas officiellement. Depuis la loi de 1905 de séparation des églises, pas de l'Église, des églises et de l'État, eh bien, depuis cette époque, on peut faire ce que l'on appelle un blasphème, puisqu'il n'est pas considéré comme et reconnu comme étant hors la loi dans notre pays et dans d'autres pays d'ailleurs européens. Et c'est ce qui gêne d'autres pays, c'est qu'eux considèrent que le blasphème est une donnée qui doit être tout à fait reconnue. À l'époque, déjà de la séparation des églises et de l'État, les caricaturistes existaient et s'en donnaient à cœur joie. Vous voyez cette caricature qui dénonce l'Église, qui bourre un peu les cerveaux des enfants avec la religion, etc. Ce qui a donné lieu aussi à l'époque à de virulents débats et des manifestations et des violences également pour arriver au moment où cette loi de 1905 a été votée par le Parlement français. Et puis depuis, ça n'a pas arrêté. Et donc, le célébrissime Charlie Hebdo qui, lui, n'hésite pas jusqu'à maintenant à taper sur tout ce qui lui convient de taper sans restriction et en essayant de faire preuve d'intelligence, mais en ne se reniant jamais.
Avant de conclure, je voulais quand même vous amener un petit peu à quelques réflexions autour de la liberté d'expression, ce qui sera peut-être l'objet de différentes questions avec ce qui va suivre. C'est-à-dire que l'on peut se poser la question de la manière dont elle est utilisée, cette liberté d'expression, dans les pays où elle existe, par les extrémistes, qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent les différents ressorts des démocraties, en fait, pour, à travers les réseaux sociaux, eh bien, propager leurs idées, ce qu'ils n'admettent pas pour eux, donc ils en profitent dans les pays occidentaux, voire les pays qui bénéficient de démocratie. Et d'ailleurs, l'enseignant qui a payé de sa vie à Conflans-Sainte-Honorine le fait d'avoir montré des caricatures, eh bien, il a été victime des réseaux sociaux, puisque c'est via les réseaux sociaux et des petites vidéos qu'on a su, et que certaines personnes ont su qu'il avait parlé, qu'il avait montré ces caricatures, et donc finalement, il a été assassiné pour cette raison seulement. Il a payé donc de sa vie. Le problème, c'est comment gérer cette liberté d'expression avec des personnes qui vivent sur notre territoire et qui, si jamais on essaie de réduire un petit peu leur expression, vont dire qu'ils sont censurés, que ce n'est pas normal, qu'ils ont droit à la parole comme tous les autres. Donc on est pris un petit peu dans un étau et c'est pas facile de s'en sortir avec des gens qui utilisent de la démocratie en fait pour essayer de la dénoncer et de dénoncer certains aspects comme le droit à la caricature ou le droit au blasphème, puisqu'il n'existe pas dans notre pays. Alors, est-ce qu'on est obligé, nous, maintenant, de réduire la liberté sur les réseaux sociaux, avec tous les risques, bien sûr, que ça peut comporter? Voilà, c'est toutes les questions que l'on peut se poser aujourd'hui. Comment on gère cette liberté d'expression sans déchaîner des flots de violence, puisque dans certains pays, eh bien, on disait tout à l'heure, que ce soit l'Iran ou l'Arabie saoudite, on paye de sa vie un blasphème. Comme en Europe, il y a quelques centaines d'années d'ailleurs, rappelez-vous, par exemple, Saint-Louis, le bien nommé, préconisait pour les personnes qui blasphémaient eh bien, qu'on leur mutile la langue et les lèvres. C'était donc Saint-Louis. On brûlait en Espagne à la même époque, et même un petit peu plus tard, Galilée a été obligé de se renier en ce qui concerne son idée de la Terre qui tournait autour du Soleil. Et d'ailleurs, ce n'était pas une idée, c'était une vérité scientifique. Mais encore aujourd'hui, de toute façon, il y a certains qui doutent de certaines vérités scientifiques qui apparaissent évidentes pour la plupart d'entre nous. Donc ça, c'était il y a une centaine d'années en Europe. Et sauf que donc, ces ressorts qui existaient il y a plusieurs centaines d'années en Europe, eh bien, ce sont ces mêmes ressorts qui existent dans des pays comme l'Arabie saoudite ou l'Iran. Donc voilà, c'est peut-être toute la réflexion. On a vu encore les déclarations d'Emmanuel Macron sur les caricatures qui ont déclenché des réactions très vives avec des manifestations monstres dans certains pays musulmans, ou encore plus récemment en Arabie saoudite, l'attentat à Jeddah au cimetière non musulman, où d'ailleurs bien sûr des Français étaient présents puisque c'était à l'occasion du 11 novembre. Donc voilà, c'était pour vous donner quelques éléments de réflexion et peut-être alimenter le débat sur, OK, on connaît l'histoire de la liberté d'expression, mais aujourd'hui, de quelle manière, en fait, on peut arriver à gérer cette liberté d'expression sans que, finalement, ça soit contre-productif pour toutes nos démocraties et sans déclencher des violences autour de nous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bonjour, Monsieur Rira, Catherine Lévide, je suis à Dallas, aux États-Unis. Oui, bonjour. Il me semble que la réponse à la question que vous venez de poser, c'est que c'est justement impossible. Oui. Un monde utopique et idéal. Oui. D'arriver à ce monde utopique, à ce monde idéal, bien sûr, c'est utopique. Maintenant, à partir du moment où on a cette réalité entre les mains, il faut se poser la question de ce que l'on en fait. Ou alors, on observe. Mais entre les gens qui, eux, ne veulent absolument rien lâcher, en disant, quelles que soient les conséquences, il ne faut absolument pas lâcher sur la laïcité, sur la liberté d'expression, même si ça peut choquer dans certains pays, certaines sociétés qui vivent
sur d'autres fondements que les nôtres, avec d'autres manières de fonctionner, des États où la religion est très présente, voire est complètement d'État. À partir de là, il faut bien essayer de faire quelque chose. Alors, bien sûr, ce n'est pas facile. On n'arrivera pas tout d'un coup à tous s'embrasser sur la bouche à travers les frontières et à travers quelles que soient nos obédiences. Mais bon, est-ce que... Je suis peut-être plus pessimiste, mais je me dis que, et je serais en faveur du reste de ça, maintenir notre position sur la position de la France, en tout cas sur la liberté d'expression, ça vient avec un coût politique et un coût humain. Et je me dis qu'on n'en sortira jamais de ça. Ça dépend des périodes, mais c'est vrai que d'autant là... que, comme vous le dites, ces pays qui sont intolérants par rapport à la liberté d'expression nous renvoient notre propre argumentation quand ils en ont besoin. Oui, c'est toute la difficulté. Et peut-être on a péché dans le passé par naïveté, justement, en ne s'imposant pas, ou en n'étant pas assez vigilant, justement, sur la manière dont pouvait être utilisée la liberté d'expression et donc tout ce qui pouvait être éventuellement contre-productif à ce sujet. Et puis, on est au piège de notre principe de tolérance. On est piégé par ça. On est tolérant avec l'intolérance. L'intolérance n'est pas tolérante avec nous. Donc, c'est compliqué de s'en sortir. Enfin, vous avez vu en quand plus même... de la naïveté. Oui. Mais vous avez vu quand même, il y a, ces dernières années, il y a des lois qui ont... D'ailleurs, c'est tout le problème. Après, jusqu'où on peut aller dans la limite de la liberté d'expression. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à tout ce qu'a pu dire Dieudonné ou par rapport aux révisionnistes, il y a des lois qui ont été votées qui ne sont pas si vieilles que ça pour essayer de gérer ces excès ou ces personnes qui mettent à profit la liberté d'expression pour répandre de la haine. Donc, on s'aperçoit tout de même qu'il y a des moyens d'essayer de gérer la liberté d'expression en essayant de se prémunir, pas dans un monde idéal que vous souhaitez, bien sûr, et que nous souhaitons tous, mais tout de même, il y a des moyens d'agir, et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Hein. Le problème, c'est que ça implique des lois, ça implique des restrictions de liberté, et pour ceux qui sont encore bien en contact avec la France, vous savez qu'il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui on ne peut plus dire ce qu'on disait il y a 20 ans, 25 ans en France. Est-ce que Coluche aujourd'hui pourrait s'exprimer de la même manière? Est-ce que Pierre Desproges pourrait s'exprimer de la même manière? Donc ça a ces effets contre-productifs de limiter la liberté d'expression, peut-être, pour tout de même avoir sous contrôle des personnes qui l'utilisent pour répandre de la haine, encore une fois, comme Dieudonné il y a une dizaine d'années. Bonjour Thierry, c'est Julie. Restriction progressive. Pardon, c'est ma dernière question, après je me tais. Est-ce que ces restrictions, donc cette évolution d'un sens restrictif, justement pour gérer ces débordements, vous le mettez en corrélation avec la carte que vous nous avez présentée tout à l'heure, où la France est jaune? Non, je pense pas. Je pense que c'est une vieille histoire entre la politique et la presse en France. Et c'est vrai que le pays est très centralisé et il y a toujours eu certaines difficultés. Bon, c'est examiné vraiment à la loupe. Et même si les pays du nord de l'Europe, où vous remarquerez un petit pays comme le Costa Rica, et qui est en blanc également, ont une liberté qui est réputée plus importante. Bon, on peut estimer qu'en France, qu'en Espagne, qu'en Grande-Bretagne, qu'en Australie. C'est bien d'être vigilant, mais bon, même si on doit faire des progrès, on est quand même dans une bonne norme. J'avais dit que ce serait ma dernière question, mais j'en ai encore une. Oui, allez-y. Ces pays en blanc. Oui. Est-ce qu'ils sont en blanc parce que les gens l'utilisent peu, la liberté d'expression, finalement? Non, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire davantage par exemple, sur la liberté d'expression, c'est-à-dire ça concerne tous les domaines. Par exemple, on peut, ne serait-ce que sur le respect de la vie privée, vous avez certains pays qui respectent plus ou moins la vie privée.
Donc, ça rentre aussi dans la liberté. Bon, c'est la liberté de la presse aussi, puisque eux, dans ces classements, considèrent que si on peut relater des faits comme l'escapade de François Hollande, par exemple, facilement, c'est un argument en faveur de la liberté de la presse. Sauf que pour la France, c'était très nouveau. À l'époque, rappelez-vous de cette histoire, ça a fait, on s'était posé beaucoup de questions. Jusqu'où peut aller la liberté de la presse? Euh, Rebonjour Thierry, Julie au siège Bonjour. de la mission laïque. Oui. Euh, alors, euh, bon, je suis pas forcément. Moi, j'ai découvert des choses dans ce que tu as présenté, ou en tout cas, je les ai appris et je m'en souviens plus. Et du coup, je voudrais revenir justement à ce qui se passe en France et notamment à cette jeune génération. Je sais que que tu es déjà intervenu justement en classe en France, etc. Est-ce que ce sujet de la liberté d'expression euh, est clair pour les professeurs en France? Est-ce que on est bien au fait euh, de toutes ces lois, effectivement, et ne serait-ce que de citer la date de liberté de la presse, que le blasphème, justement, n'est pas hors la loi. Moi, personnellement, tu vois, là, je l'ai découvert ou redécouvert, comme je te disais. Mais justement, par rapport aux derniers événements, et pour avoir des enfants scolarisés en collège, j'ai un point de vue très personnel, mais en tous les cas, dans le dialogue avec eux, euh, ce sont des choses dont ils n'ont vraiment pas connaissance. Et donc, est-ce que on est assez au clair? Est-ce que ça entre trop tard justement dans les programmes? Quand faut-il commencer à parler justement de cette liberté? Parce que moi, ce dont je m'aperçois, c'est que d'autres sujets entrent dans la classe et limitent justement l'expression des élèves. C'est un vaste sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un gros retard par rapport à l'éducation aux médias en France, qui a essayé d'être rattrapé depuis une vingtaine d'années, mais on n'y est pas encore. En fait, c'est considéré comme quelque chose de satellite. On en parle beaucoup, mais concrètement, est-ce que dans les programmes, les profs d'histoire géo, peut-être certains d'entre vous sont profs d'histoire géo et peuvent nous éclairer, mais chaque fois, j'ai l'impression que c'est un petit plus, mais c'est jamais complètement intégré dans le programme, alors qu'effectivement, aujourd'hui, par rapport à l'histoire et par rapport à ce qu'on vit, ça devrait être un élément essentiel du programme pour informer les élèves. Donc, est-ce qu'il y a une formation aussi des enseignants qui ont été formés à une époque où il y avait moins ces problématiques, donc qui impliquaient moins toutes ces difficultés de gestion de la liberté d'expression et de la liberté de la presse? C'était plus simple à l'époque, donc il y avait peut-être moins besoin de former les enseignants à cette époque-là. Est-ce qu'en formation continue, aujourd'hui, les enseignants ont l'occasion? J'en suis pas tout à fait persuadé. Moi, j'interviens beaucoup sur la web radio, très peu sur l'éducation aux médias, par exemple. Donc, on s'intéresse à les vertus de la web radio pour la communication orale, pour la facilité à l'oral, pour la gestion du stress, etc., pour le travail d'équipe, la responsabilité individuelle, l'autonomie. Très bien. Mais pourtant, dans ces formations web radio, il y a une dimension avec les infos, l'actualité, une rubrique qui s'appelle l'actualité qui est gérée. Mais je sens bien que ce n'est pas une priorité. Donc, il y a peut-être, à commencer par moi, peut-être, essayer dans les formations de distiller un petit peu plus d'éducation aux médias. Mais de toute façon, la mission laïque est très, très en avance là-dessus, puisqu'il y a une classe numérique qui s'appelle Dans la peau d'un journaliste radio et que j'anime, et qui est directement liée à ce travail du journaliste par la pratique. C'est-à-dire que là, on ne donne pas des grandes leçons, je ne fais pas une conférence, c'est les élèves qui vont travailler à faire de l'information, à essayer de détecter des fake news, à voir la manière dont on construit un flash d'information sur la hiérarchie. Parce que tout le monde peut dénoncer, les journalistes, vous choisissez vos infos, etc., etc. Sauf que quand on pratique le journalisme, on s'aperçoit qu'on a des contraintes sur la hiérarchie, etc. Pour vous citer une anecdote, j'avais fait une intervention pour Radio France pour la semaine des médias,
Et comme il savait que je faisais de l'éducation aux médias en parallèle de mon métier de journaliste, il m'avait confié 2 classes d'une école privée de confessionnelle musulmane qui est à Paris. 2 écoles donc qui sont à Paris, et je commence à faire mon briefing et je m'attendais que ce soit un petit peu agité, bien sûr, et ça n'a pas manqué. J'ai pas mal d'élèves qui m'ont posé des questions sur les journalistes, vous ne respectez pas, etc., etc., etc. On arrive à la pratique, donc, et il y a un journaliste qui devait faire, enfin, un lycéen qui devait faire la météo, un autre qui devait interviewer un autre, etc. Les rôles étaient un petit peu répartis, et un qui devait donner 3 informations en bref. Et l'heure avançait, et la gestion du temps en radio, c'est tout le temps un peu compliqué quand on n'en a pas l'habitude, et la personne, ce jeune qui devait présenter le flash d'information, je vois qu'il lui manque une 3e information pour compléter son flash, et que l'heure tournant, il aurait de la difficulté s'il ne se pressait pas. Il restait que 5 minutes avant qu'on enregistre, puisque tout était dans des délais précis. Et donc, je lui dis, mais il faut que ta 3e info, il faut que tu y mettes tout de suite. Il me dit, ah, je sais pas. Je lui dis, mais c'est pas possible. Dans 5 minutes, ton flash ne sera pas complet. Il dit, c'est pas grave, je vais inventer une info. C'est-à-dire que la même personne qui, avec ses camarades, qui m'accusaient, qui accusaient les journalistes en général de ne pas faire correctement leur travail, eux-mêmes en situation, ils prenaient les travers les plus élémentaires de quelqu'un qui ne respecte pas l'information. Donc, la pratique, c'est quand même très important, et peut-être qu'il n'y a pas assez de pratique avec les élèves pour qu'ils puissent vraiment toucher du doigt ce qui est l'information, la manière dont on la gère, la manière jusqu'où on peut aller en donnant une information, et puis la loi qui existe, puisqu'il y a quand même une déontologie journalistique. Les journalistes ont une carte de presse qui est une carte d'identité, et donc ils sont tout de même soumis à une déontologie, et quelqu'un qui s'estime diffamé peut faire condamner un journaliste et son directeur de publication. Je vous ai cité le cas de Patrick Poivre d'Avord, qui a été condamné pour un roman, mais il avait été également condamné dans l'affaire Pierre Boton aussi. Donc, les journalistes en France ne sont pas à l'abri de la loi lorsqu'ils ne la respectent pas. Bonjour Thierry, c'est Corinne, Bonjour. du siège. Et je me demandais si toi, dans l'exercice de ton métier de journaliste, donc pas en tant que formateur, mais en tant que journaliste, quand tu as fait des reportages, est-ce que tu t'es trouvé en situation où tu as été tenté de t'auto-censurer, de ne pas aborder tel sujet, ou en tout cas de ne pas utiliser tel mot, mais plutôt tel autre, tu vois, ou voilà. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Alors, disons que l'avantage en radio, c'est que on a moins de pression en radio qu'en presse écrite, parce que sûrement, ce n'est pas imprimé. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu, parce que ça ne manque pas, sur un conflit social, par exemple, vous avez interviewé des syndicats, vous avez interviewé la direction, et puis dans 30% des reportages de ce type-là, il y a la direction qui peut vous appeler, ou des représentants syndicaux, en disant que la manière dont vous avez traité le sujet, ça ne va pas du tout, vous avez favorisé l'autre. Et comme ce sont les deux qui le disent, ça vous rassure. Mais une fois que vous avez pris ces personnes au téléphone, que vous avez discuté avec elles, je pense que, enfin, moi, mon expérience, j'ai eu de la pression, mais pas au point où je me sentais obligé de faire attention. Je pense que si j'étais un journaliste de presse écrite, ça serait différent. La presse écrite, pour en avoir parlé avec mes confrères, eux, en plus en France, on est quand même un pays, le pays de l'écrit, etc., plus que de l'oral. Donc tout ce qui est écrit a un poids beaucoup plus important. Donc je pense que les journalistes de presse écrite ont beaucoup plus de pression. Mais effectivement, même en tant que journaliste radio, on peut en avoir sur des reportages, même sur des hommes politiques. Par exemple, j'avais sur un homme politique qui avait, lors d'une conférence de presse, avait dit un mensonge. Il revendiquait une investiture qu'il n'avait pas eue. J'avais vérifié, voilà. Donc le lendemain matin, j'avais donné cette information. Effectivement, il n'est pas appelé lui-même, il a fait appeler des tas de personnes de son parti qui ont un petit peu harcelé la radio pour dire qu'il allait faire un procès, tout ce que vous voulez. Bon, sauf que j'avais dit qu'il avait menti et pas que c'était un menteur. Donc c'est toute la différence. C'est-à-dire qu'il peut avoir menti sur quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est un menteur. C'est pas aller plus loin. En presse écrite, mes confrères qui sortaient d'autres informations, même ici en région, oui, on subit des pressions plus importantes.
Thierry, Oui, je vais te lire une Puis-je question poser une dans le question? chat. Ah, pardon, allez-y Raymond, j'allais lire votre question. C'est pas, non, c'est pas la même. Est-ce que la liberté d'expression est liée à la liberté du comportement? c'est-à-dire comportement. Oui, parce que est-ce que comment je suis, je me comporte, peut être lié à la liberté d'expression? La manière dont je me comporte, c'est la forme. Oui, Je vous ai parlé tout à l'heure d'Harakiri. oui, Parfois, il dénonçait des choses qui étaient pas formidables, qui n'étaient pas super agressives. Mais c'est la manière ou le dessin, la manière dont il le dénonçait. C'est-à-dire, c'était des images parfois scatologiques, etc., qui étaient assez horribles à regarder, qui choquaient beaucoup de personnes. Mais ce qu'il dénonçait au fond, c'était pas quelque chose, il dénonçait pas quelque chose de très scandaleux. La forme était plus choquante en fait que le fond. Donc, bien sûr que le comportement est important. Il y a certaines personnes qui vont dénoncer des choses avec des mots très durs, très agressifs, mais qui vont le faire dans un langage très policé. Leur comportement va être très élégant, impeccable, mais ce qu'ils disent ne l'est pas du tout. Donc, c'est vrai que le comportement est important. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, suivant la manière dont vous vous comportez, qui vont se sentir beaucoup plus agressées que si vous aviez eu un comportement moins agressif ou plus respectueux, parce que si on n'est pas d'accord, même nous qui ne sommes pas d'accord, c'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord par rapport à certaines valeurs que nous avons que nous devons pécher par excès d'agressivité. La forme, bien sûr, est importante, mais bon, est-ce que c'est le plus important, la forme? vous avez raison. Merci. Je vous en prie. Thierry, j'ai une question. Oui, Catherine d'Oregon, Portland. oui, bonjour. Bonjour. Parmi les limites de la liberté d'expression, tu as cité l'injure. Je trouve ça assez... c'est un concept très subjectif. Ne peut-on pas tout condamner finalement sous prétexte de l'injure? Justement, c'est la loi qui l'apprécie. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont été condamnées pour injure, comme je vous ai cité le cas de ce policier municipal. Cette personne qui avait attaqué un policier municipal, etc., le tribunal a estimé que la manière dont il avait été injurié, le mot était un vassal. Je ne pense pas qu'il aurait été condamné pour ça, mais il a été condamné parce qu'il a accusé cette personne d'avoir fait des faux en écriture, ce qui n'était pas vrai. Donc, cette personne s'est sentie injuriée, a porté plainte et a gagné son procès. C'est-à-dire que l'injure, tout dépend de l'injure. C'est aussi la responsabilité de chacun de savoir la limite de ce qui est une injure acceptable ou pas. Parce que vous entendez tous les jours à la télévision des injures, dans certaines émissions de télé-réalité, des gens s'injurier. Ça ne va pas beaucoup plus loin. C'est des personnes qui se sentent injuriées, qui portent plainte. Après, c'est le tribunal qui apprécie. C'est-à-dire, vous pouvez porter plainte, mais le tribunal peut apprécier que l'injure que vous dénoncez ne porte pas atteinte à votre honneur d'une manière suffisamment grave pour condamner la personne qui a proféré cette injure. Donc ça, après, c'est d'où l'importance de la loi. Dans le cas de ce policier, est-ce qu'il n'y avait pas aussi le fait qu'il était fonctionnaire en service, je ne sais pas, et parfois aussi, c'est-à-dire quand vous attentez à l'honneur de quelqu'un, effectivement, on prend en compte tous les paramètres. Est-ce que c'est une personne publique? Est-ce que c'est une personne qui a une réputation, un minimum public, etc. Les tribunaux apprécient l'ensemble des arguments des deux parties, bien sûr. Je voudrais savoir, tu as expliqué tout à l'heure, toujours Julie au siège, que Oui. Les journalistes avaient une carte de presse, que même étaient soumis à une déontologie. Et du coup, sur le cas là, de l'injure et de la personne qui peut se sentir touchée par des propos qu'il considérerait comme une injure envers sa personne, est-ce qu'au même titre, un enseignant, du coup, a des limites, alors même que justement, il est là pour enseigner. Prenons l'exemple de la liberté d'expression. Est-ce que du coup, un enseignant
et du coup, peut-être que je méconnais totalement cela, donc ce qui pourrait être une règle pour l'enseignant. Mais est-ce que ça veut dire que j'assiste à un cours, je peux me sentir injuriée par le fait que tel ou tel sujet ait été abordé de telle ou telle façon et je peux porter plainte? Enfin, je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Est-ce que tu fais allusion au fait que, par exemple, le prof qui a parlé des caricatures en cours, Oui, qui si ça n'avait pas, par exemple, donné effectivement mais cette il se tragédie, sent, non, mais il se sent insulté. c'est ça. Il y a des tas de personnes qui se sentent insultées, mais la loi française ne retient pas l'insulte. Cette personne se sent, ces personnes peuvent se sentir insultées, sauf que, comme je l'ai dit précédemment, le blasphème n'est pas reconnu comme quelque chose d'illicite par la loi en France. Donc, on ne peut pas considérer que de montrer des caricatures, c'est une insulte. Maintenant, il y a des personnes qui ont pris ça, eux, comme une insulte, qui ont communiqué sur les réseaux sociaux, ce qui a entraîné l'assassinat de cet enseignant. Mais la France ne considère pas que ce qu'il a pu faire ou que montrer des caricatures puisse constituer un délit d'insulte. C'est tout le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme une insulte, mais il y a une personne qui a payé de sa vie un fait qui était tout à fait légal. Tania, vous vouliez intervenir? Je ne vous pourtant, votre micro est branché, je crois, mais je ne vous entends pas. Il me semble que votre micro est branché pourtant, parce qu'il n'est pas en mute, mais je ne vous entends pas. Ah. Je vous repose une autre question Oui, je vous que écoute. j'ai écrite sur le chat. Ma question est sur la caricature en elle-même. C'est vrai, une caricature, ça peut être une expression, etc. Mais que signifie une caricature et à quoi sert la caricature? Alors, je ne vous ai pas montré l'intégralité de la vidéo tout à l'heure, mais bon, dans cette vidéo, les personnes donc, qui ont fondé Harakiri expliquaient que la caricature, pour eux, ça ne va pas chercher bien loin, en fait. Ils disaient, nous sommes des sales gosses, quoi. Nous tournons en dérision tout ce qui est, soi-disant, important, les hommes politiques, les religions, les financiers, les gens qui socialement sont arrivés, les gens qui se croient à l'abri de tout comme des dictateurs, etc. Nous, on s'amuse de ça et on le partage en publiant avec d'autres personnes qui aiment bien rigoler de ce genre de choses. Pour eux, Harakiri, l'ambition, ils expliquaient, que ce soit Cavana ou le professeur Choron, que leur seule ambition, c'était ça, qu'ils pouvaient penser qu'effectivement, des gens trouvent ça de mauvais goût, et eux, ça les amusait, et à partir du moment où certaines personnes achetaient ces journaux parce que ça amusait certaines personnes, voilà, ça allait pas plus loin que de s'amuser en bousculant un petit peu tout ce qui était trop propre, trop sacré, trop respectueux, mais que ce n'était finalement que de l'humour. Et que la caricature, ce n'était que ça. Ce n'était que de l'humour, qu'une grosse blague via des dessins. Mais il y a certaines personnes qui ne supportent pas cette démarche-là. Mais la caricature, a priori, elle va plus loin. Alors aujourd'hui, c'est vrai que, là je vous parle de Harakiri dans les années 60 en France. Après, c'est vrai qu'il y a des caricaturistes qui, eux, mettent un petit peu plus de fond derrière tout ça. Mais par exemple, les caricatures sur le général de Gaulle, Harakiri l'a beaucoup caricaturé. À l'époque, c'était le président de la République française, le héros de la libération de la France, etc. Il y a des gens qui le prenaient très très mal et qui auraient bien, oui, ça serait bien pris violemment à Charlie Hebdo. On a vu aussi, je ne sais plus quel film qui était sorti à Paris, qui a été obligé d'être retiré parce que sous pression des intégristes catholiques.
Voilà, mais sinon, la caricature elle-même, c'est avant tout quelque chose de… On rigole en bousculant un petit peu tout ce qui se veut respectable jusqu'à en être ridicule. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Voilà, bon, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions éventuellement ou pas. Si le sujet est vaste, et en plus là, il est en pleine actualité, donc c'est vrai que c'est difficile de trouver la juste mesure. Là, tout le monde a bien compris les différents enjeux. Moi, j'ai une petite question, Thierry. Je vous en prie, Tania. Oui, non, c'est Claudia. Ah, d'accord, parce que je vois plusieurs personnes qui Oui, apparaissent. D'accord. Bonjour. pas grave. Oui, je t'écoute. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors du coup, je demande, est-ce que la liberté d'expression se contredit avec la laïcité? Parce que nous, en tant que à la web radio, par exemple, avec nos élèves, on va pas sûrement interpréter des sujets si forts, si sensibles comme ça, comme la caricature, la religion. Mais comme on est dans un pays où on a 18 religions, on a toutes les partis qui font, enfin, toutes les personnes font des partis politiques. On essaie autant que possible d'éviter les sujets politiques et religions, même les personnes qui ont rapport avec ça. Mais le problème, c'est qu'à chaque émission qu'on doit faire, il faut étudier cette personne. Est-ce qu'elle fait d'une parti politique quelconque? Est-ce qu'elle est d'une religion quelconque? Mais on ne peut pas hésiter ça. Est-ce que la liberté d'expression, est-ce qu'on n'a pas le droit d'interviewer une personne ou bien un écrivain qui fait une partie, enfin, qui est d'une partie politique quelconque, mais que le sujet ne traite pas cette partie politique? Ou bien, disons, un homme religieux ou bien une personne religieuse, on ne peut pas l'interviewer ou bien l'inviter dans nos émissions si on ne parle pas de ces sujets-là? Là, bon, la France, elle parle avant tout pour son territoire. C'est-à-dire que là, toi, tu es au Liban. Au Liban, c'est à vous de gérer. Je ne vois pas pourquoi la France imposerait quelque chose au Liban. C'est encore autre chose. Non, Bon, ce n'est pas la France. Non, c'est pas la France. Mais en tant qu'on est dans un établissement scolaire français. laïque, Oui, avec un programme français. voilà. Ben, c'est toute la difficulté. Liberté de la presse et laïcité, c'est pas la même chose. La liberté ou de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est s'exprimer librement. La laïcité est un des éléments sur lesquels on peut s'exprimer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'on dit voilà, la laïcité est quelque chose qui existe en France. On est d'accord, on n'est pas d'accord, voilà, ça existe. Point. Mais on peut ne pas être d'accord avec la laïcité. Tout le monde peut comprendre que des gens croyant sincèrement ne sont pas du tout laïques et que la laïcité ne leur parle pas du tout et ne les intéresse pas plus que ça et peuvent être même choqués. Mais c'est le respect de chacun de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets sans faire obligatoirement de provocation. Mais je ne vois pas pourquoi la France ferait de la provocation auprès d'un certain pays. Ça serait plutôt maladroit. Mais je comprends que enseignant dans un lycée français, c'est toute la difficulté de gérer. Nous, on voit bien déjà qu'en France, tout ça n'est pas facile à gérer. J'imagine que dans des pays comme le Liban, où cohabitent beaucoup justement de religions. Hein. Pour nous, c'est presque un exemple, la manière dont tout ça cohabite. Peut-être pas politiquement, mais disons les gens, la population elle-même. Après, c'est à chacun d'essayer de faire pour le mieux. Mais je ne dis pas qu'au Liban, la situation est particulièrement facile avec ce genre de sujet. Simplement, on peut dire, si vous dites par exemple, la France est un pays laïque, il y a une loi et les gens sont sous cette loi, comme aux États-Unis, il y a une autre loi. Le président de la République, le président des États-Unis jure sur la Bible au moment où il est intronisé président des États-Unis au Capitole, etc. Chaque pays vote ses lois et pour peu que le pays soit démocratique, c'est quand même l'expression de ce qu'a envie la population pour elle-même. Donc même si vous êtes, Claudia, même si tu es dans un établissement français, le contexte, bien sûr, on ne peut pas s'en affranchir, mais on peut tout de même dire qu'en France, il y a de la laïcité, qu'elle a été votée à
à telle époque, ce que ça a provoqué et pourquoi ça a été fait, etc. Ça, ce sont simplement des faits, ce ne sont pas des polémiques. C'est comme on parlerait d'un phénomène géographique, un phénomène météo. Voilà, il faut ramener les choses quand même à leur juste niveau. Il n'y a que les gens qui aiment la provocation, peut-être qu'ils pourraient aller au-delà. D'accord. Oui, Zahed. Ouais, moi, je voulais juste répondre à Claudia pour dire que la laïcité, ça ne contredit jamais la liberté d'expression, au contraire, parce que la laïcité, c'est un cadre qui protège et qui permet. Et c'est un cadre qui protège en fait la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc, c'est tout à fait légitime de s'exprimer là-dessus et d'accueillir et de faire des interviews et tout ça. Au contraire, je ne vois pas une contradiction. Oui, alors justement, oui, moi je vais vous faire part d'une petite expérience lors d'un congrès de la mission laïque à Casablanca. Il y avait une web radio et des élèves interviewaient des intervenants. Il y avait un intervenant venu de France, un universitaire, me semble-t-il. Et il a eu un petit débat avec un des élèves. Au début, ce n'était pas prévu. L'élève devait poser que des questions et finalement, il y a eu un petit débat. C'est-à-dire que l'universitaire, l'élève lui a posé une question sur la laïcité et sur le fait qu'on empêchait en France les femmes de porter le voile. Et cet universitaire a dit, mais attendez, la laïcité, justement, c'est garantir que chacun puisse croire à ce dont il a envie sans en être pénalisé. Quelle est la plus grande liberté qui est donnée que la laïcité? Et l'élève répond, mais attendez, vous me dites ça, mais de l'autre côté, les femmes ne peuvent pas porter le voile à l'école, etc., les jeunes filles. Et donc, c'était le dialogue de sourds, c'est-à-dire que ça a duré à peu près 5-6 minutes. L'élève est resté en disant, mais non, la laïcité est liberticide, puisqu'elle oblige à ne pas pouvoir porter les signes religieux. Et l'universitaire, lui, est resté sur sa position en disant mais non, la laïcité justement garantit que chacun puisse exercer sa liberté religieuse dans la limite d'empiéter sur le prosélytisme. Et donc on a bien vu, c'était aussi pour répondre un petit peu à Claudia, que chacun était dans sa logique, avec son contexte, avec sa culture, avec le gamin, c'était un lycéen, il devait avoir 16 ans, 17 ans, chacun ne voulant pas voir, en fait, ces deux personnes ne voulaient pas voir le contexte de l'autre, en fait. Et ça a donné un dialogue de sourds et qui est resté un dialogue de sourds jusqu'au bout, quoi. Donc c'est vrai que le contexte de chacun est particulier. Je voudrais partager justement une expérience qui rejoint ce que vous dites, où en France, la laïcité dans les établissements scolaires, en tout cas, elle se veut, je ne veux pas choquer personne en disant ce mot, mais elle se veut assez exclusive dans la mesure où elle est basée sur l'interdiction du signe religieux, ce qui, et je ne suis pas forcément contre d'ailleurs, mais ce qui veut dire que l'enfant doit laisser à la porte ce qui construit une partie de son identité s'il a une croyance, quelle qu'elle soit. Et pour moi, la religion, pour que ce soit clair avec tout le monde, c'est peut-être quelque chose d'intime et ce n'est pas quelque chose de public. Donc, je n'ai pas forcément de problème avec ça, mais je pense que ça peut quand même poser un problème. Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de faire abstraction, quand il est dans un certain lieu, de ce qui construit son identité? J'ai vu aux États-Unis, dans l'école où j'étais précédemment, où il n'y avait pas d'interdiction du port de signes religieux et où j'avais des jeunes filles avec un foulard sur la tête. J'avais un enseignant qui avait une casquette ou la tête couverte parce qu'ils étaient de confession juive, sans que ça ne pose en tout cas de problème apparent. Enfin, sans que ça en pose du reste. Et je me demande où est l'équilibre finalement entre une conception de la laïcité qui interdit, et je peux comprendre pourquoi, et une autre conception de la laïcité qui est plus inclusive. Parce que justement, il y a moins de tensions politiques. Et donc, le vivre à côté, peut-être pas le vivre ensemble, mais le vivre côte à côte est possible. Ouais, ben le débat est ouvert. Je pense que bon, Thierry, excuse-moi, je crois que le sujet est parti un peu plus loin que ma question. Ma question, c'est que là, par exemple, on prépare nos émissions pour le premier trimestre.
on a 2 intervenants qu'on a envie d'interviewer. C'est des personnes, des influencers sur les réseaux sociaux, très connus, très aimés par les jeunes Libanais, dont une qui a un caractère religieux, mais qui ne parle pas de la religion. C'est qu'elle imite avec la voix une vieille dame, mais qui est déguisée en une personne religieuse, mais qu'on ne traite pas du tout le sujet. Mais le problème, c'est que parfois, on ne peut pas, parce c'est-à-dire qu'on est trop... même quand les élèves ne veulent pas traiter ces sujets délicats, ni politique, ni religion, okay, il faut qu'on fasse toute une tournure, toute une recherche. Est-ce qu'on peut l'interviewer? Est-ce qu'on ne peut pas? Là, par exemple, j'ai une élève qui fait une collecte de livres pour aider les enfants du Liban à lire, parce que les livres maintenant au Liban coûtent très, très cher, et qui va donner pour enrichir, pour agrandir le fonds d'une bibliothèque publique. Mais cette bibliothèque publique, elle est dans une région d'une religion quelconque. Donc, non, il faut éviter cette interview. Pourtant, le contexte, c'est quelque chose de bien. C'est une élève en CM2 qui fait une bonne action, qui a envie d'aider les autres, mais parce que ces autres enfants qui sont dans une région quelconque au Liban, voilà, c'est ce que je demande. Moi, je ne parle pas ni de politique, ni de religion, mais je parle du concept. C'est-à-dire que… Oui, est-ce qu'on doit s'autocensurer, en gros, quoi? Voilà, exactement. Oui. Non. Mais de toute façon, là, bon, il y a des débats là-dessus en France, hein, dans certains départements français, de la région de l'Île-de-France, donc autour de Paris. Il y a des enseignants qui ont dit, hein, des enseignants d'histoire géo, des documentalistes qui ont dit, moi, il y a certains sujets, je n'en parle pas, j'évite, je les sors du programme, enfin, je me débrouille, mais pour moi, c'est trop polémique, je sais que je vais m'exposer à des problèmes. Ces enseignants peuvent ne pas se sentir soutenus par leur hiérarchie académique, donc ils ne veulent pas prendre de risques. Et ils travaillent au quotidien comme vous, donc ils n'ont pas envie tout le temps d'avoir tous les ans et tous les jours des problèmes avec leurs élèves, avec les familles des élèves, etc. etc. Donc on sait qu'en France, il y a des enseignants qui s'autocensurent. Ok. Merci. Contrairement à Samuel Paty, qui lui ne s'est pas autocensuré, et voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est très délicat, parce que bon, parler, c'est facile, mais il y a certaines personnes qui, quand ils parlent, ils risquent leur vie. Donc ça fait toute la différence par rapport à des grands donneurs de leçons, peut-être, qui parlent facilement, mais qui ne sont pas en danger immédiat lorsqu'ils sont en train de parler. Merci à vous. En tout cas, c'était très agréable de converser avec vous tous et de partager ce moment.